Depuis la construction de l'école primaire de Gando par Francis Kéré, la terre et le chapeau ont cessé d'être des simples réponses architecturales. Ils sont devenus pour beaucoup un réflexe, pire encore, un langage prêt à l'emploi. Aujourd'hui, dès qu'il s'agit de construire en Afrique ou alors africain, la recette semble connue d'avance. De la terre, un chapeau, une forme circulaire, avec un discours bien rodé sur l'écologie, la communauté ou encore la culture. Comme si les architectures africaines ne pouvaient plus s'exprimer autrement. Qu'il s'agisse de concours internationaux, de projets communautaires institutionnels ou même individuels, le scénario est souvent le même. On parle d'Afrique, donc on sort la terre. Il est présenté comme le matériau capable à elle seule de justifier l'écologie, l'économie, la culture et parfois même une forme de panafricanisme architectural. Soyons clairs, la reconnaissance internationale des travaux de Francis Kéré est un acte salutaire. Elle a permis de réhabiliter un matériau longtemps méprisé, de redonner une dignité à des savoir-faire relégués au rang de folklore et surtout de déplacer le regard condescendant porté sur les architectures traditionnelles africaines. C'était nécessaire, c'était juste, mais ce qui se joue aujourd'hui est plus subtil. Cette reconnaissance est en train de produire un effet de mode, d'où la nécessité de rappeler quelques évidences que certains semblent avoir oubliées. La terre n'est pas un matériau exclusivement africain. La forme séculaire, la pierre ou la paille ne sont pas les marqueurs identitaires réservés au continent. Et non, le verre, l'acier ou le polycarbonate ne sont plus des matériaux étrangers au contexte africain. Alors penser que l'avenir des architectures africaines se résume à la terre ou à tout autre matériau au nom d'une prétendue authenticité est une grave erreur. Comme le rappelle Felwine Sarr, il ne s'agit pas de convoquer la tradition pour préserver des cendres, mais pour en tirer des flammes. Dès lors, s'inspirer de Francis Kéré, de Hassan Fati ou d'autres approches traditionnelles et même contemporaines, ce n'est pas en dupliquer les formes ni répéter les recettes. C'est comprendre leur logique profonde, celle qui consiste à utiliser la bonne quantité du bon matériau au bon endroit pour répondre à des problèmes humains et non humains. La vraie question est donc la suivante. À partir de quand l'inspiration devient-elle imitation ? Et jusqu'à quand pouvons-nous convoquer les matériaux et techniques dites traditionnelles sans tomber dans l'idéalisation ou dans la caricature? Bonjour, je m'appelle Thierno Ibrahima Diallo, je suis architecte. Ma philosophie c'est de bâtir par les mots et par la matière. Dans cette vidéo, je partage avec vous une réflexion autour d'une nouvelle tendance qui mobilise nos traditions, nos valeurs et nos cultures. Une tendance pertinente à bien des égards, mais qui peut aussi, si l'on n'y prend pas garde, devenir un piège pour l'avenir de nos villes et de la construction. Bienvenue. L'histoire est pourtant claire. Tous les grands mouvements artistiques, philosophiques, politiques ou architecturaux ont connu un moment d'euphorie suivi d'un moment de saturation. Le modernisme en architecture a bouleversé le monde. Il a libéré l'architecture de certaines traditions figées, introduit de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, une nouvelle manière d'habiter. Mais à force d'être appliqué partout sans nuance, il est devenu une idéologie aveugle et nous en payons encore le prix dans nos villes d'aujourd'hui. Comme le dit Jacques Derrida, chaque culture, chaque société a besoin d'une critique extérieure ou de déconstruction, comme une part essentielle de son développement. Et une civilisation, une tradition ou une culture qui se replie sur elle-même finit toujours par s'appauvrir. Et ce qui est en train de se dessiner dans certains discours écologistes et traditionnalistes autour de la terre en Afrique ressemble dangereusement à cela. Depuis le prix Pritzker de Francis Kéré, certains éléments de son architecture sont devenus omniprésents. Le chapeau, la terre, les textures brunes, ces éléments sont convoqués mécaniquement, parfois sans justification climatique, technique ou urbaine. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des éléments et des approches abandonnées. Non, au contraire, ils sont pertinents. Mais leur convocation ne devrait pas relever d'un phénomène de mode ni servir de simple justification. D'ailleurs, pour rappel, dans des régions à climat chaud et à forte pluviométrie, le toit débordant, souvent appelé chapeau, remplit de fonctions très précises. Il protège les murs contre l'érosion causée par la pluie, il crée de l'ombre et empêche le rayonnement solaire direct de pénétrer à l'intérieur des espaces. Il permet également de capter et renouveler l'air chaud, contribuant ainsi à maintenir un climat doux à l'intérieur. Contrairement aux régions froides où l'on cherche à capter la chaleur du soleil, dans les régions chaudes, on cherche avant tout à s'en protéger, tout en laissant entrer la lumière. Le chapeau est donc un élément profondément fonctionnel et symbolique. Quant à la terre, c'est un matériau local, disponible, transformable sur place, recyclable en fin de vie, doté d'excellentes performances thermiques et hygrométriques. Elle est à bien des égards un matériau d'avenir. Mais ce que l'on voit trop souvent aujourd'hui, ce sont des projets qui utilisent la terre comme un slogan, comme un argument moral, comme une preuve de vertu. Et c'est là que le problème commence.
Parce que non, remplacer le tout béton par le tout terre, même en théorie, n'est pas une révolution. C'est simplement déplacer le problème. Pendant longtemps, beaucoup de jeunes, moi y compris, dessinaient des tours vitrées, copiaient sans recul les cordes des Hadid, les structures de Santiago Calatrava ou les cordes des Guéry, sans véritable remise en question. Nous étions fascinés par une modernité hors sol. D'autres même s'enfermaient dans des dogmes du modernisme, pilotis, fenêtres en bandeau, toitures terrasses, non pas parce qu'ils avaient appris à questionner ces courants, mais parce qu'on les avait surtout formés à les idéaliser. Dans ces conditions, comment s'étonner que certains jeunes continuent à se surnommer Le Corbusier, Gropius et tant d'autres. Soyons clairs à ce niveau aussi. Je n'ai rien contre Le Corbu ni Gropius. Au contraire, je leur dois beaucoup. Leur audace a élargi mon champ référentiel et nourri ma manière de penser l'architecture. Mais les honorer, à mon sens, ce n'est pas perpétuer leur idéologie telle qu'elle, c'est poursuivre le chemin qu'ils sont ouverts, avec lucidité en questionnant ce qu'ils ont fait, ce qui fonctionne encore et ce qui ne fonctionne plus. Et cela vaut pour eux comme pour tout autre architecte ou auteur. Mais je crois que tout cela commence à changer parce que la jeunesse africaine comprend de plus en plus que l'architecture et l'urbanisme ne sont pas des disciplines neutres. Elles sont des domaines profondément politiques et idéologiques. Et comme le disait l'éminent artiste français Calbo, à qui je rends un grand hommage à propos du rap, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? En architecture, on peut poser la même question avec la même vigueur. Qui peut prétendre faire de l'architecture et de l'urbanisme sans porter une vision politique et idéologique? L'architecture est politique et la jeunesse africaine est de plus en plus politisée. Mais est-elle pleinement sensibilisée à l'ensemble des biais qu'elle pourrait reproduire? Certainement pas. Aujourd'hui, cette même jeunesse risque de basculer dans l'excès inverse, diaboliser tout ce qui vient d'ailleurs au profit d'une tradition figée, esthétisée voire même fétichisée. Oui, les démarches de Mariam Kamara, des Koulé Ademi, de l'Association de la voûte nubienne, de l'Africaine d'architecture ou de certaines pratiques de co-construction sont inspirantes, mais elles fonctionnent précisément parce qu'elles sont pensées, contextualisées et jamais dogmatiques. Ce n'est pas parce qu'un discours porte sur l'écologie qu'il est automatiquement juste. Ce n'est pas parce qu'un matériau est dit traditionnel qu'il est forcément pertinent. Et ce n'est pas parce que le béton a été mal utilisé qu'il faut le bannir moralement et le diaboliser. Les villes africaines sont et doivent aussi être faites du béton, de verre et d'acier. Le vrai problème n'est pas le matériau, mais la manière dont on l'utilise et surtout les imaginaires qui l'entourent. Un béton mal pensé est un désastre. Un béton adapté, moins polluant, plus performant et réinventé peut devenir une richesse culturelle. Il en va de même pour le verre. Employer le vitrage simple qui transforme nos bâtiments en four est une aberration, mais refuser l'emploi ou toute innovation sous prétexte culturel ou climatique est tout aussi absurde. Et dire cela ne signifie pas trahir les architectures authentiques africaines, c'est plutôt refuser la caricature et le renfermement idéologique. C'est comme notre alimentation. Ne pas manger uniquement du riz est une bonne idée. Mais si c'est pour manger que du chocolat, le problème reste entier, car notre organisme a besoin d'une série de nutriments pour rester en équilibre. Pour l'avenir de nos villes, je crois que nous avons besoin de deux choses essentielles: déconstruire certains imaginaires et réinventer nos architectures. Cela implique matériellement de repenser le vitrage, le béton, l'acier et tous les autres matériaux, non pas pour les rejeter, mais pour les adapter à nos climats, à nos réalités économiques et à notre propre vision du monde. Et ce rôle ne revient pas seulement aux architectes ou aux urbanistes, c'est une responsabilité collective. Les pouvoirs publics doivent créer les cadres nécessaires pour permettre aux entrepreneurs d'investir dans la recherche. Des entreprises comme Dangote Cement, l'un des premiers producteurs de ciment en Afrique, dirigé par l'homme le plus riche du continent, représente une force majeure pour repenser et rendre durable le secteur de la construction en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mais chacun de nous, à son niveau, a un rôle à jouer. Notre mission en tant que jeune architecte ne doit pas se réduire à la reproduction en série du chapeau Francis Kéré. Il a ouvert une voie. Il a déplacé le regard, fissuré les certitudes, montré qu'une autre architecture africaine était possible. Mais une voie n'est pas une destination, et le danger aujourd'hui serait de confondre l'ouverture qu'il a créée avec un modèle à répéter. L'architecture africaine ne progressera pas en empilant des chapeaux, en sacralisant la terre ou en répétant les formes jusqu'à l'épuisement. Elle progressera en assumant le risque de la pensée, de l'invention et de la contradiction. Car au fond, la question n'est pas seulement architecturale, elle est profondément politique et idéologique. Soit nous restons prisonniers de l'épistémé des autres, hier l'Europe, aujourd'hui Dubaï, Shanghai ou Singapour, soit nous choisissons de poser nos propres questions et de bousculer les certitudes à la fois par les idées et par les actions. Et rappelez-vous que Frantz Fanon l'avait déjà formulé au moment des indépendances africaines dans les années 60, lorsqu'il écrivait ceci. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens le destin de nos pays. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité,
Camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Cette phrase devrait, à mon sens, être étudiée dans toutes les écoles d'architecture africaine. Et vous savez quoi? Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai envie de dire ceci. Si nous voulons transformer les villes africaines contemporaines en une nouvelle Dubaï, une nouvelle Shanghai ou encore une nouvelle Singapour, alors confions nos bauxites, notre gaz et notre pétrole aux Émiratis. Confions le marché de la construction et le financement de nos villes à la Chine et déléguons notre autonomie numérique à Google, Meta, Huawei et consorts. Eux qui l'ont déjà fait chez eux seront mieux le refaire chez nous. Mais si nous voulons apporter à l'Afrique et au monde une réponse à la hauteur des défis de l'urbanocène, si nous voulons échapper aux impasses de la dépendance numérique, de l'idéologie de tout béton, du fétichisme de toute terre et du mirage des villes nouvelles ou encore intelligentes, alors il faut là inventer, il faut découvrir. Pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied une architecture africaine qui ne soit ni copie, ni vitrine, ni caricature, mais un espace vivant, un espace qui, comme le dit Sename Kofi, captive du lion, accueille de la liane. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous laissera pas avec des réponses toutes faites, mais avec des questions. Et surtout, j'espère que vous en tirez non pas des cendres, mais des flammes pour construire votre propre opinion. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une très belle année 2026. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous et à me laisser votre avis dans les commentaires. Ensemble, posons-nous les bonnes questions. Ah, j'allais oublier, si vous reconnaissez dans cette démarche qui est la mienne, je vous invite aussi à vous abonner. C'était Toka pour Corsidon.c pour vous servir. À très vite.